Encore 2 minutes. Alors, je pense que c'est vrai. La plupart des gens doivent être arrivés. C'est qu'on vous demande de mettre votre micro en sourdine, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à tous, puis bienvenue à l'atelier qui s'intitule « Les pratiques et les stratégies pédagogiques à haut rendement au cœur de nos équipes de collaboration ». Alors, je suis en compagnie de 2 belles personnes, Marie-Ève et puis André Girard, qui sont 2 belles conseillères pédagogiques du Centre-Est qui vont nous accompagner pendant le prochain 50 minutes. Mais pour faire en sorte que votre expérience soit des plus agréables, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre votre micro en sourdine. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardoir. Et puis, André et puis Marie-Ève se feront un plaisir d'y répondre au fur et à mesure ou à un moment opportun de leur présentation. N'oubliez pas que l'atelier est enregistré. Alors, vous allez pouvoir la revoir à un moment donné. Alors, je vous présente André Girard, qui occupe le poste de conseillère pédagogique depuis 2019 au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Elle travaille sur différents dossiers en littératie et en transformation de l'expérience de l'apprentissage qui touchent les enseignants et les élèves de la maternelle à la 6e année. Elle occupe un poste en tant qu'enseignante. Elle occupait un poste avant ça en tant qu'enseignante au CECCE depuis 2004. Pour sa part, Marie-Ève Richer occupe le poste de conseillère pédagogique depuis 2017 au Centre-Est. Elle travaille sur différents dossiers, elle aussi en littératie, qui touchent les enseignants et les élèves de la maternelle à la 6e année. Elle occupait un poste d'enseignante au CCE depuis de nombreuses années. Puis là, mon texte ne dit pas combien d'années, Marie-Ève, là, j'ai dû couper le paragraphe. Ça fait que tu vas devoir me pardonner puis le clarifier à nos participants là, plus tard. Ça fait que merci beaucoup, mesdames, puis bon atelier à tous. Je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup, Joanne, pour cette belle introduction. Donc, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de se retrouver parmi vous. Nous avons hâte d'échanger avec vous sur les pratiques et les stratégies à haut rendement au cœur de justement les équipes de collaboration. Surtout que l'an dernier, avec la pandémie et le confinement, certaines écoles n'ont pas eu l'occasion de vivre ces rencontres en équipe de collaboration. Donc, heureusement, depuis le début de l'année scolaire, en tout cas, les écoles de notre conseil ont pu remettre à l'horaire ces rencontres en espérant qu'il s'avère le cas pour vous aussi. Donc, on va passer au menu de l'atelier aujourd'hui. Donc, on l'a divisé en 4 parties. Donc, la première partie, on va parler de l'équipe de collaboration performante, les éléments essentiels. Par la suite, l'importance de la documentation, donc l'élaboration du profil de chaque classe et le tableau de pistage. Par la suite, on va avoir un volet sur le questionnement, donc toutes les discussions associées au constat pour terminer avec le perfectionnement continu, donc le rehaussement des pratiques professionnelles. Donc, on commence avec l'équipe de collaboration performante, les éléments essentiels. Donc, en tant que conseillère pédagogique, nous sommes souvent appelés à animer une rencontre d'équipe de collaboration ou d'y assister dans les écoles. Pour cette raison, nous lançons notre atelier avec une question. Voici notre question. Quelles sont les composantes essentielles à retenir afin d'avoir une équipe de collaboration performante?
C'est d'ailleurs une discussion importante à avoir avec les membres à la direction afin de connaître justement le profil de son école et les prochaines étapes. Donc, on vous invite à inscrire vos idées dans la boîte de clavardage. Quels sont les éléments essentiels à retenir afin d'avoir une équipe de collaboration performante? Donc, oui, tout à fait. Donc, c'est tout important d'établir les normes, justement, pour maintenir aussi l'ouverture d'esprit, l'importance de la bonne communication. Travailler avec les données, de bien cibler les besoins, avoir un but commun, oui, basé sur les besoins des élèves. Donc, je vois que communication revient souvent. Oui, c'est très essentiel pour que ce soit efficace, justement, dans nos équipes de collaboration. Donc, cibler les besoins. Donc, si on pourrait peut-être ressortir tout le questionnement, hein, toute l'importance sur le questionnement, de bien s'assurer qu'on a bien analysé nos données. On avait parlé aussi d'alignement et aussi le temps pour le développement professionnel. Donc, vous avez ressorti d'excellentes des éléments, dans le fond, essentiels pour vraiment avoir une équipe de collaboration performante. Puis, dans le fond, les experts, eux autres, ils ont tout comme résumé ça en 6 composantes essentielles. Donc, dans le fond, vous avez beaucoup parlé de l'apprentissage de tous les élèves. Donc, on regarde vraiment les données des élèves pour assurer un bel apprentissage. Toute la question de relation, avoir un climat de confiance dans nos équipes. Donc, on a parlé aussi de questionnement, donc à la suite de nos analyses de données. La 4e, c'est il faut parler des résultats. Toute la question aussi de leadership, donc menée par l'exemple, bâtir la capacité, donc quand on parlait de perfectionnement professionnel. Et finalement, l'alignement, donc les besoins communs. Donc, quand vous parliez de buts communs. Donc, merci beaucoup. Puis, les experts nous mettent une petite mise en garde toutefois, parce qu'il est important de signaler que s'il manque un de ces composantes-là, nos équipes de collaboration ne vont pas être efficaces. On n'aura pas d'aussi bons résultats. Par exemple, si les écoles ont un niveau élevé de collaboration, mais qui n'accordent pas suffisamment d'importance à l'amélioration du rendement aux moyens d'évaluation, mais on aura peu d'influence sur la nature et la qualité des pratiques du personnel enseignant. Mais merci beaucoup pour votre participation. Donc, le grand objectif d'une équipe de collaboration peut se résumer en 5 mots. Améliorer le rendement des élèves. Mais il y a aussi un deuxième grand objectif, et celui-ci est de rehausser nos pratiques pédagogiques et approfondir nos connaissances du contenu grâce à la collaboration entre collègues. Donc maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Marie-Ève qui va vous présenter la 2e section de notre atelier. Merci André de me donner la parole. Donc, on arrive ici à la 2e section de notre atelier, la 2e partie, qui est la documentation. La documentation, un élément essentiel à retenir lors de la planification d'une rencontre de collaboration est la documentation.
Il faut un endroit commun, accessible à toute l'équipe école, un document d'appui. Par exemple, un Google Sheet, un document doc ou encore un drive d'équipe partagé, où toutes les données recueillies seront consignées. Donc, entre autres, on pourrait consigner le profil de chaque classe ainsi que le tableau de pistage. Ici, à ce moment-ci, on vous invite à répondre à la question suivante avec le lien du Mentimeter que je vais placer dans la boîte de clavardage ou le clavardoir. Donc, on aimerait que vous puissiez répondre à la question suivante. Quels sont les éléments essentiels d'un profil de classe à inclure dans votre tableau de pistage? Donc, quelles données, informations importantes doivent être accessibles à tous les membres de notre équipe école? On vous donne quelques secondes pour y réfléchir. Oui, c'est bien. Je vais attendre encore. Donc, très bien. Merci pour vos partages. Donc, on parle ici de la langue maternelle, le genre, les services. Donc, EED, ALF PANA, un profil 3D, social, émotif, affectif. On parle ici de différents niveaux de progrès du bulletin, des objectifs, des réussites, profil de chaque élève. La mention PEI, ALF PANA, les élèves, les repères reviennent souvent. Excellent, merci pour vos partages. Donc, vous êtes très consciente des éléments essentiels à inclure dans un tableau de pistage. Puis nous, on va vous proposer, on va vous présenter ce que nous, au CECCE, on a entamé dans les dernières années. Donc, une nouvelle initiative dans les dernières années au CECCE, c'est l'ajout d'un profil 3D dans nos tableaux de pistage. Il est important de prendre le temps de bien documenter le profil 3D de chacun de nos élèves, puisque le bien-être de celui-ci aura un impact tout au long de ses apprentissages. Les intervenants doivent être en mesure de connaître les besoins affectifs, émotifs et sociaux de ceux-ci. Lorsqu'on parle des besoins affectifs, comme vous l'avez mentionné dans la réponse tantôt, on parle vraiment aussi, est-ce que l'élève a des besoins, est-ce qu'il fait confiance à un adulte à l'école? Est-ce qu'il se sent accepté? Est-ce qu'il y a des liens d'attachement avec des personnes? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'école? Ensuite, on parle des besoins émotifs. Est-ce possible pour lui d'identifier, ressentir, gérer et exprimer ses émotions de façon saine? Est-ce qu'il y a des personnes, des outils, des stratégies qui vont appuyer l'élève au niveau de ses émotions? Ensuite, lorsqu'on parle des besoins sociaux, c'est important de développer des relations saines et significatives avec d'autres personnes, avoir des amis à l'école. Idéalement, il y aurait un dossier où tous les membres de l'équipe école ont accès en tout temps à ces informations précieuses pour aider à comprendre l'état d'esprit de chaque élève. Pendant une rencontre en équipe de collaboration, voici des questions qui pourraient être pertinentes à proposer aux membres de vos équipes que vous accompagnez. Donc, lorsqu'ils font l'élaboration du profil de classe. Donc, comment les besoins affectifs, émotifs et sociaux
ont-ils un impact sur la réussite de cet élève? Est-ce que cet élève est en mesure d'apprendre? Est-ce qu'il est prêt à apprendre? Quels sont les éléments ou approches qu'on pourrait faire afin de répondre à ses besoins pour que cet élève puisse être ensuite en mesure d'apprendre dans sa zone proximale de développement? Donc, ceci, c'est vraiment au niveau du profil 3D. Ensuite, quelles seraient les autres données importantes? Dans le même dossier, nous retrouvons le tableau pistage de l'école. Cette vue d'ensemble permet l'accessibilité à toute l'école et l'équipe école en tout temps d'avoir un portrait juste. Dans ce tableau de pistage, nous retrouvons le profil académique de chaque élève. En d'autres mots, le rendement de celui-ci. Comme vous l'avez mentionné, il est pertinent de savoir si l'élève a accès à un programme spécialisé tel que ALF ou PANA, des adaptations, des attentes modifiées ou différentes dans son plan d'enseignement individualisé. Également, c'est l'endroit où on va recueillir toutes les preuves d'apprentissage qui vont être recueillies tout au long de la séquence d'apprentissage, que ce soit des évaluations diagnostiques, formatives ou sommatives. Tout ça là, va se retrouver dans le tableau de pistage, puis le rendement peut être identifié par un code de couleur. Ici, on donne comme exemple vert, jaune ou rouge. Pour la prochaine partie, je vais donner la parole à ma collègue André. Vas-y, André. Merci, Marie-Ève. Donc là, on va passer à notre troisième section qui concerne justement le questionnement. Donc, toutes les discussions associées au constat. Donc, comme mentionné au début, en tant que conseiller pédagogique, nous sommes souvent appelés à animer une rencontre de collaboration ou d'y assister. Donc, afin de bien se préparer, quels sont les éléments clés pour assurer la mobilisation d'équipe dès la première rencontre d'équipe de collaboration en tant que leader? Il y a quand même une nuance avec la première question au début de l'atelier. Donc, la première question était quelles sont les composantes essentielles à retenir afin d'avoir une équipe de collaboration performante? Maintenant, nous parlons de vous. Donc, nous vous posons la question, quels sont les éléments clés pour assurer la mobilisation d'équipe dès la première rencontre d'équipe de collaboration en tant que leader? Donc, je vais mettre le lien justement au Mentimeter dans la boîte de clavardage. Et voilà le lien. Donc, quels sont les éléments clés pour assurer la mobilisation d'équipe dès la première rencontre d'équipe de collaboration en tant que leader? Donc, vous pouvez inscrire vos réponses à l'aide d'un mot-clé à la fois. J'aime ça, on commence à voir justement notre nuage de mots qui se forme à l'aide de vos réponses. Vous meublez très bien notre nuage de mots, même que là, moi, je commence à avoir la difficulté à voir justement toutes les réponses. Donc, oui, effectivement, donc l'écoute, hein? Donc, si l'écoute grossit, ça veut dire que plusieurs d'entre vous, c'est important en tant que leader d'avoir une bonne écoute. Partage
Donc ici, on peut penser aussi à toute l'importance de partager nos idées, mais aussi partager notre leadership, de transférer notre leadership avec les autres. Je vais aussi d'établir un bon climat de confiance. Donc, c'est important pour avoir l'équipe justement engagée dans tout ça. Puis ça vient chercher aussi nos normes qu'on doit établir dès la première rencontre. Toute la question de collaboration, de bienveillance. Donc, je sais, moi, je m'en souviens qu'une direction, quand on arrivait justement à la rencontre, elle avait le café qui était prêt avec des petits biscuits. Donc, tu sais, c'est très bienveillant. Tu as le goût de t'asseoir autour puis d'avoir des bonnes discussions pédagogiques. On parle ici des besoins, la question d'avoir une bonne vision. Aussi la valorisation. Donc, super. Donc, merci beaucoup de votre participation et de votre contribution à ce beau nuage de mots. Donc, encore une fois, on vous recommande d'avoir une discussion avec les membres à la direction afin de bien aligner justement vos idées, vos images. Donc, on va prendre un peu quelques secondes pour regarder, jeter un coup d'œil à l'image qui est présentée justement à l'écran. Donc, l'image que nous voyons qui s'en vient, c'est justement le cycle d'analyse qui est présenté en 6 étapes. Donc, notre objectif lors de la première rencontre est d'essayer de compléter les 3 premières étapes. Donc, commençons avec la première étape qui est les besoins de l'élève. Donc, une fois que les normes de fonctionnement établies, on utilise les données du plan d'amélioration d'école, ou communément connu sous l'acronyme PAE, pour identifier la priorité de l'école et le défi des élèves en lien avec ce que le groupe enseignant cherche à améliorer. Par la suite, ce défi sera au cœur des discussions des rencontres d'équipe de collaboration. Donc, dans notre description d'atelier, nous avions mentionné établir une culture de questionnement associée à la discussion des constats. En tant que conseillère pédagogique, lorsque nous dirigeons ou nous assistons aux rencontres, il est important d'avoir en tête de bonnes questions pour faire ressortir les informations pertinentes ou encore pour rediriger les discussions. Pour ces raisons, nous vous partageons des pistes de questionnement pour vous guider dans vos rencontres afin de faciliter à garder le focus sur l'objectif de vos rencontres. À cette étape du cycle d'analyse, voici des pistes de questionnement. Quels sont les défis des élèves en lien avec le PAE que l'on souhaite travailler? Quel est l'impact ou quels sont les résultats d'apprentissage recherchés? Ou encore, que souhaitons-nous que nos élèves sachent, comprennent, démontrent, fassent et communiquent? À l'étape 2 du cycle d'analyse, on émet des raisons qui peuvent tenter d'expliquer le besoin identifié chez les élèves et que l'on souhaite améliorer. Il s'agit alors d'hypothèses que l'on émet. On identifie et on s'entend sur une hypothèse qui semble la plus plausible et sur laquelle les enseignants ont un impact, ont un effet en salle de classe. Alors, voici des pistes de questionnement pour cette étape. D'après vous, pourquoi les élèves éprouvent-ils des difficultés à... Comment remédier à ce problème? Pourquoi cette compétence est-elle moins bien réussie que les autres? Comment pouvons-nous expliquer cela? Ou encore, qu'est-ce qui peut être fait en salle de classe pour répondre aux besoins des élèves, par exemple en lien avec des compétences ou une habileté spécifique? Lorsque nous sommes rendus à la 3e étape du cycle d'analyse, on planifie une évaluation diagnostique qui sera administrée en salle de classe pour recueillir des données et qui permettra plus tard de vérifier l'impact de la mise en œuvre des stratégies choisies sur le progrès des élèves. Le diagnostic peut être utilisé pour évaluer à première vue, par exemple, une compétence, un concept, une habileté ou une habitude. Donc, voici encore une fois des pistes de questionnement pour cette étape. Comment allons-nous savoir que les nouvelles stratégies instaurées ont un effet sur l'apprentissage des élèves? Comment allons-nous savoir s'il y a une amélioration avec cette compétence ou habileté chez les élèves tout en gardant notre rigueur? Ou encore, comment allons-nous mesurer
l'effet des stratégies que nous mettrons en place en salle de classe. Donc, souvent, on a complété notre première rencontre. Donc, les rencontres suivantes, on reprend les étapes du cycle d'analyse. Donc, si vos rencontres sont d'une durée d'1 heure, il est suggéré de revoir l'horaire pour respecter la répartition du temps en 20-20-20. Donc, c'est-à-dire qu'on passe environ 20 minutes sur le pistage des élèves, 20 minutes sur de la planification, mais on réserve un 20 minutes pour le perfectionnement professionnel. Donc, si on regarde là pour la 4e étape, notre objectif d'apprentissage professionnel. Donc, alors, dans un premier temps, quand on a nos prochaines rencontres, on discute des données recueillies et ce que l'on constate. Donc, voici encore des pistes de questionnement pour vous. Donc, quel constat peut-on porter à partir de ces données? Le besoin identifié et l'hypothèse choisie sont-ils toujours valables? L'outil choisi était-il le meilleur pour évaluer la progression des élèves? Quels élèves feront partie des discussions des prochaines rencontres? Ces élèves seront vos évidences qu'il y a eu un changement depuis la mise en œuvre de nouvelles stratégies. Puis, finalement, dans un deuxième temps, on discute de stratégies d'enseignement qui fonctionnent dans certaines classes et qui peuvent répondre aux besoins identifiés plus tôt. On se fixe un objectif d'apprentissage professionnel. C'est aussi à cette étape qu'il est important de s'appuyer sur les stratégies à haut rendement qui se trouvent dans le PAE et qui répondent aux besoins identifiés par l'équipe de collaboration. Ces stratégies devraient être appuyées par la recherche, puisqu'on souhaite faire la mise en œuvre de stratégies qui ont fait leur preuve à grande échelle. On peut avoir recours à une ressource telle que Visible Learning de John Hattie pour aiguiller notre recherche. Donc, maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Marie-Ève pour la dernière section de notre atelier. Merci, André. Pendant que tu prends le partage de la présentation, je vais répondre à la question de Joanne. Je voulais peut-être éviter le sujet, là, mais je suis enseignante depuis 2002. Donc, j'entame ma 20e année. Je ne voulais pas donner des indices sur mon âge. Donc, on arrive au cœur de la présentation. Comme vous l'avez mentionné aussi dans le Mentimeter plus tôt. Donc, le perfectionnement continu. Vraiment, on va parler ici du rehaussement des pratiques professionnelles pour tous. Donc, le monde de l'éducation est en constante évolution, tout comme le monde de la santé. Nous voulons que les médecins visent l'excellence et demeurent à la fine pointe des formations, des recherches et des nouvelles technologies, surtout dans la situation actuelle en ce moment. Donc, il va sans dire que ce sont les mêmes attentes pour les enseignants. Nous sommes des apprenants à vie. Fisher mentionne à maintes reprises dans son livre PLC plus Playbook, Student Learning Needs drive Adult Learning Needs. Donc, à ce moment-ci, on prend un pas de recul. On va tourner le miroir vers nous et on va se questionner en tant que professionnel de l'éducation. On va exercer une pratique réflexive sur nos pratiques professionnelles en salle de classe et on va se référer à la recherche pour identifier des stratégies à haut rendement en lien avec notre cible. Dans un premier temps, on va se poser la question suivante, quels sont mes besoins pour que je puisse répondre aux besoins d'apprentissage de mes élèves? Quelles pratiques et stratégies dois-je inclure, ajuster et ou perfectionner dans ma pratique pour répondre aux besoins d'apprentissage de mes élèves? À partir de ces constats, on va se poser la question suivante. Quel engagement est-ce que je suis prête à prendre pour acquérir, approfondir de nouvelles connaissances, de nouvelles habiletés? Comment vais-je m'y prendre? Puis-je faire certains ajustements seul? Donc, par exemple, faire une recherche, s'inscrire à un cours, faire une lecture professionnelle, visionner un TED Talk, une conférence sur le sujet.
Puis-je aussi, je vais me poser la question, est-ce que je peux apprendre de certains collègues? Quand? Comment? Par exemple, aller observer chez un collègue dans une salle de classe, faire du co-enseignement, co-planification, co-enseignement et co-objectivation avec des collègues, avec des membres de mon école ou d'une autre école, créer des réseaux, travailler en collaboration ou recevoir du coaching d'une ou d'un CP. Donc, il y a plusieurs questions, réflexions. Lorsqu'on parle des pratiques et des stratégies à haut rendement, on parle de pratiques et stratégies qui découlent d'un travail de synthèse de grande envergure mené par des experts en éducation. Ces derniers ont identifié et élaboré à partir d'un large éventail de recherches une série de grands principes pédagogiques ayant comme objectif l'optimisation, de l'enseignement et de l'apprentissage. Les interventions les plus efficaces représentent donc le point de départ pour la planification d'un programme d'enseignement qui aura comme but de desservir l'ensemble de nos élèves. Nous, souvent, on se réfère, comme exemple, il y a John Hattie qui a fait une méta-analyse d'au-dessus de 1400 études. Il ressort de ses recherches plus de 195 facteurs qui ont un impact sur l'apprentissage. Hattie veut démontrer que certaines pratiques sont plus puissantes que d'autres. Vous voyez dans le schéma ici, dans la présentation, le baromètre de Visible Learning pour mesurer le degré d'influence. Tout ce qui est au-delà de la moyenne de 0,4 est considéré un facteur influent sur l'apprentissage des élèves. Donc, ayant connaissance de ce baromètre et de toutes ces recherches de nos chercheurs, ici, je vous présente une pratique collaborative efficace que nous avons vécue avec nos équipes écoles dans la dernière année afin de cibler les pratiques et stratégies à haut rendement que les équipes voulaient travailler. Donc, puisque 85% de nos écoles au conseil ont ciblé la priorité en littératie dans leur plan d'amélioration d'école, en tant que CP, nous nous sommes assises avec les équipes écoles pour déterminer quelles pratiques et stratégies à haut rendement risquaient d'avoir un plus grand impact chez leurs élèves. Donc, dans un premier temps, on voit ici, on encourage l'enseignement par atelier, que ce soit en lecture et en écriture, ou l'écriture, qui est une pratique éprouvée par la recherche dans nos guides d'enseignement efficaces, puisque celle-ci respecte soit les 4 situations de lecture ou les 4 situations d'écriture. Donc, plusieurs enseignants dans nos écoles font la mise en œuvre de cette structure. On la voit ici dans le tableau, dans les colonnes du tableau. Donc, celle-ci est composée de la mini-leçon. Donc, dans la mini-leçon, elle est divisée en 4 parties. Donc, on voit la connexion, l'enseignement, l'engagement actif et le lien. Cette mini-leçon est ensuite suivie d'une pratique autonome qui va permettre de faire des entretiens en petits groupes ou individuels et va se terminer par une mise en commun. Donc, en ayant ensuite défini la structure des ateliers, le tout s'insère dans un bloc d'enseignement équilibré en littératie. Donc, en équipe CP, nous avons relevé les pratiques et les stratégies à haut rendement en lien avec l'enseignement par atelier qui respecte cette structure. Donc, les stratégies qui ont été ciblées se retrouvent dans les rangées de notre tableau. Et on vous présente à quel moment on pratique cette stratégie à haut rendement dans la structure de l'atelier en regardant les crochets verts que vous voyez dans les colonnes. Il y a une petite précision ici. Ce que vous voyez, c'est vraiment une capture d'écran du tableau. Donc, il y a plusieurs stratégies à haut rendement là, que vous n'avez pas accès en ce moment là, dans le tableau. Dans un deuxième temps, avec l'équipe école, nous avons ciblé 2 à 3 pratiques maximum que nous voulions approfondir pour rehausser les pratiques d'enseignement selon les besoins des élèves, tout en respectant l'expérience de chacun. Il est important de garder en tête que notre enseignement doit avoir un impact sur l'apprentissage chez les élèves. Donc, il faut mesurer cet impact sur chaque élève et sur le groupe classe.
Donc, ici, on voit le graphique. On voit un graphique circulaire des pratiques pédagogiques ciblées dans les plans d'amélioration des écoles, de toutes nos écoles élémentaires au CECCE. Donc, on voit ici qu'on a ciblé la rétroaction, les critères, l'enseignement explicite, la triangulation et les tâches authentiques comme pratique à haut rendement et stratégie à travailler. Comme CP, ce graphique nous indique des informations pertinentes pour planifier nos prochaines interventions, formations et accompagnement au sein de toutes nos équipes écoles. Finalement, ici, au niveau du perfectionnement professionnel, donc on parle de qui, quand, comment, quand. Lorsque vous êtes en équipe de collaboration, André tantôt mentionnait qu'on le divise en 20-20-20. Donc, la dernière partie de cette rencontre-là, le 20 minutes, on pourrait vraiment le prioriser au niveau du perfectionnement professionnel. De bonnes pratiques pour augmenter l'efficacité collective, puisqu'on est en équipe. Plus la croyance d'une équipe en sa capacité collective est forte, plus les objectifs qu'elle se fixe sont élevés. Donc ici, on propose 3 façons de vivre ce perfectionnement professionnel. Donc, on propose les Ghost Walks. Ah, André, est-ce que tu veux spécifier le deuxième 20 minutes? Donc, on a parlé du 20-20-20. La planification. Donc, on a notre premier 20 minutes qu'on parle de justement le pistage des élèves, planification et notre dernier pour notre perfectionnement professionnel. Merci, Julie, pour l'intervention. Donc, ici, au niveau de notre perfectionnement continu, on propose les Ghost Walks. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'aller observer l'environnement d'apprentissage des salles de classe sans la présence des élèves. Puis, ce qu'on retrouve sur les murs d'une salle de classe ou la disposition des meubles peut vraiment révéler en lien avec les pratiques qui sont mises, les pratiques à haut rendement qu'on peut travailler. On peut regarder les tableaux d'ancrage, les référentiels, le coin de lecture, la disposition des meubles. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on propose les Learning Walks. Donc, ça, ici, c'est d'observer en salle de classe un enseignant en action. Donc, il travaille une pratique à haut rendement qui a été ciblée dans notre rencontre d'équipe de collaboration. Et là, on peut se poser la question, bien, que fait l'enseignant? Comment les élèves expliquent leur apprentissage? À quoi ressemble l'environnement? À ce moment ici, lorsqu'on va observer un enseignement, c'est important d'avoir des intentions précises. Par exemple, est-ce qu'on va aller observer l'engagement des élèves? Est-ce qu'on va aller observer leur participation, l'interaction? Est-ce qu'on va aller observer les preuves d'apprentissage? Donc, selon vraiment les pratiques qui vont être ciblées dans votre séquence d'apprentissage. Finalement, on propose le micro-teaching. Donc, ça va être vraiment le visionnement d'une capsule qui va être enregistrée au préalable. Donc, on enregistre un segment d'une mini-leçon pour s'en servir comme capsule pédagogique pour des fins de modelage, rétroaction, réflexion. C'est important d'avoir une culture d'apprenant aussi, pas seulement dans les salles de classe, mais à l'intérieur de notre équipe de collaboration pour vraiment pouvoir se perfectionner en donnant des rétroactions de façon adéquate, donc vraiment pour s'améliorer. Donc, la culture de classe, la culture d'apprenant aussi à retenir lors du perfectionnement professionnel. André, je vais te laisser la parole pour un partage. Merci, Marie-Ève. Donc, justement, il nous reste encore quelques minutes ensemble dans notre atelier. Donc, si jamais vous avez justement partage, questions, commentaires, ça serait vraiment le moment, le temps qu'on pourrait justement discuter avec vous ensemble, donc en tant que conseiller et conseillère pédagogique.
Donc, on est curieuse de vous entendre parce que d'entendre aussi d'autres pratiques gagnantes aussi, que ça se peut qui se passent dans d'autres conseils de la province. Moi, j'ai une question pour vous deux. Alors, je sais qu'au Centre-Est, les rencontres d'équipe de collaboration ont commencé. Comment ça se passe dans le temps de la pandémie? Est-ce que vous y allez, la disposition des enseignants à s'engager dans un processus d'apprentissage comme ça? Est-ce que les enseignants sont disposés, voulants et partie prenante là, de vous recevoir, puis en équipe de collaboration, etc.? Je te dirais oui. Son route, justement, de discuter de pédagogie, justement, puisque l'an dernier, on n'a pas eu la chance d'avoir ces rencontres-là. Donc là, surtout qu'on parle beaucoup aussi des écarts, hein, suite à la pandémie, des effets. Donc là, les enseignants, ils veulent qu'on ait ces discussions, qu'on parle des vraies choses, puis qu'on discute justement des pratiques gagnantes. Puis par la suite, c'est souvent notre porte ouverte. On ouvre une porte, puis on peut aussi par la suite aller faire de l'accompagnement en salle de classe. Donc, je sais que chez nous, les enseignants apprécient beaucoup ces moments de rencontre pour avoir justement des discussions professionnelles. Je ne sais pas si toi, Marie-Ève, tu voulais ajouter? Bien sûr. J'aime toujours parler de mes expériences. Là, j'ai mon chien qui s'excite. Mais nous, lors des rencontres d'équipe de collaboration, comme André l'a mentionné, c'est vraiment, les gens sont contents de se réunir pour parler de pédagogie. Il y a plusieurs constats qui se font sur le terrain, au niveau peut-être d'un manque de repères aussi pour les enseignants, puisqu'il y a eu peut-être des lacunes au niveau des apprentissages, des choses qu'on doit cibler. Donc, ça permet vraiment une chance de pouvoir collaborer ensemble. Un élément qui est important, parce que là, on a vraiment parlé d'un cycle d'analyse, en tant que CP, il faut vraiment être à l'écoute du terrain, puis d'aller selon le rythme de chaque équipe école, parce que chaque équipe école est différente. Chaque équipe école vit des choses différentes, des éléments différents, des situations, des réalités différentes. Donc, un élément très important, l'écoute sur le terrain. Puis, c'est vraiment un bonheur de pouvoir travailler en collaboration. Je sais qu'il y a Paul qui a une question aussi. Ben, c'est peut-être pas une question, mais un constat, puis vous féliciter parce que j'aime beaucoup le fait, lorsque vous avez parlé des données au départ, le profil, vous avez ajouté 3, parce que les CAP, c'est pas nouveau, là, c'est peut-être nouveau avec la pandémie, là, mais tout ce qui est le profil 3D, on a souvent travaillé avec des modèles qui, ben oui, mais on faisait ça comme en silo, là. À un moment donné, on parlait des besoins affectifs, émotifs, puis tout ce que vous voulez, ce qui se colle à ce profil-là 3D. Si vous prenez ça puis mettez tout ça ensemble avec l'académique et tout ça, moi, je pense que ça peut faire que du positif. C'est très, très bien. Et dans votre rôle de CP, en tout cas, moi, ça fait pas longtemps que j'ai enlevé mes souliers de direction, là, mais les CP sont tellement importants parce que vous êtes des agents de changement. Peu importe si la façon, les communautés d'apprentissage professionnel, ça fait longtemps, mais vous amenez des changements. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes changements d'une salle de classe qu'on avait là, un an. C'est une autre réalité. Vous avez une grosse tâche, puis vous êtes des personnes clés. Bravo. Puis, en tout cas, moi, j'ai adoré la présentation. Ça m'a gardé. J'ai tout lu ma grosse écran, tout ce qui était écrit. Bravo, chapeau, puis continuez le beau travail. Je suis convaincu que vous avez un impact positif où vous travaillez. Merci beaucoup, Paul. Oui. Puis il y a Marie-André qui énonce quelque chose quand même d'assez intéressant puis de très pertinent. Elle dit la pandémie a forcé la culture d'apprentissage professionnel puisqu'on doit se réinventer dans les temps courts. C'est heureux de constater que ça perdure. Puis de quelle façon
comme là, je sais que vous êtes dans les écoles, mais quand on pense à l'enseignant qui doit se réinventer, de quelle façon c'est différent d'accompagner les gens maintenant que ça l'était d'avant? Parce que j'imagine que là, comme c'est là, la réalité, je sais que le rythme est différent, le contexte est différent, etc., mais qu'est-ce qui a changé? S'il y a des choses qui ont changé, mais parce que là, on parle toujours de se réinventer, puis de regarder ce qu'on a acquis dans les dernières années, puis de partir de ce qui est bon, de ce qu'on a acquis dans la pandémie, puis de continuer. Mais qu'est-ce qui a changé dans vos accompagnements en lien avec tout ça? Oui, il y a un mot qui me vient en tête, Joanne, c'est tout le côté de vulnérabilité. Tu sais, l'an dernier, là, personne n'aurait pu prédire qu'est-ce qui était pour nous arriver. On était plongé dans cette pandémie-là, dans cet isolement-là aussi, puis ce confinement-là, mais on s'est vraiment ralliés. On s'est ralliés, puis on a vu que, dans le fond, ensemble, on est plus fort. Donc là, qu'on est revenu en présentiel, je trouve que les gens, ils laissent plus tomber, comme puis on parle des vraies choses, parce que là, on s'est rendu compte que, dans le fond, on est tous apprenants à vie. Donc, moi, en tout cas, je trouve que dans les écoles, c'est toute cette ouverture d'esprit, puis de ce droit d'être vulnérable. Puis on se rend compte que quand on est vulnérable, c'est là qu'on grandit. Donc, moi, en tout cas, c'est ça qui me vient en tête. Oui, puis j'ai ajouté aussi, tu parles de vulnérabilité. Puis, même nous, on l'est parce qu'on n'a pas nécessairement les réponses, parce que la situation actuelle est nouvelle pour tous. Donc, c'est une belle approche aussi à avoir lors de nos accompagnements, parce qu'on est là, on est ensemble, puis on va vraiment cheminer ensemble en trouvant des réponses efficaces, là. Mais c'est pas nous qui imposons, c'est vraiment en travaillant en équipe, en collaboration. Oui, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que ça a quand même apporté des bonnes choses. Hein? C'est la disposition à apprendre qui était peut-être, où il y avait peut-être la résistance avant. Là, on est peut-être plus disposé à apprendre ensemble parce qu'on a créé un besoin. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens, il y a des gens qui écrivent des commentaires dans la boîte de clavardage. C'est vraiment intéressant. Elle dit, Chantal qui dit, moi aussi, je pense aussi à la résilience. J'ajouterais remettre en question ce qui est le plus important, cibler ce qui est important. Alors, écoutez, je vois le temps qui file. Alors, je prends quelques minutes pour remercier nos deux superbes animatrices. Écoutez, suite à votre atelier, là, on sent peut-être mieux équipé, puis on comprend les enjeux actuels pour accompagner des équipes de collaboration. Ça fait que je souhaite que tous les CP qui sont présents vont avoir cette chance-là prochainement, parce que je sais que certains conseils ne font pas encore d'accompagnement présentiel, mais sûrement qu'ils accompagnent de façon virtuelle. Écoutez, pendant les quelques minutes, on a revu les composantes d'une équipe de collaboration efficace. On a répertorié des éléments à inclure dans les profils de classe qu'on n'avait jamais vus auparavant. Là, Paul en a parlé du profil 3D. On comprend mieux la disposition qu'on doit avoir comme CP avant d'entrer dans une équipe pour faire face une première fois. Puis ensuite, toute l'approche par questionnement qu'on doit avoir là, au niveau de la séquence puis du cycle quand on est avec eux. Puis on comprend également qu'il faut guider nos enseignants quand vient le temps de choisir des stratégies à haut impact en fonction de leur but, puis ensuite de les accompagner, à quel point il est important de les accompagner dans leur mise en œuvre. Ça fait que, en tout cas, le portrait que j'ai est beaucoup plus clair au niveau de tous les éléments qu'on doit mettre en place, puis comprendre quand on travaille en collaboration, puis on désire faire cheminer une équipe. Ça fait que merci énormément André et Marie-Ève pour cet atelier-là, c'était excellent. Puis Marie-André dit, je retiens aussi le 20-20-20. J'imagine que si l'heure, s'il y a 2 heures de travail, ça serait 30%, 30%, 30%. C'est tout ça? C'est proportionnel, cette histoire-là de 20-20-20. Alors, merci à vous deux. Bien, merci beaucoup, Joanne. Donc, on espère vraiment que le contenu vous a inspiré ou au moins validé les pratiques professionnelles déjà en place dans vos écoles. Donc, là, on vous invite, en tout cas, si vous voulez, de compléter notre billet de sortie parce qu'on est vraiment curieuse de connaître vos constats et qu'est-ce que vous avez retenu de notre atelier. Puis, on vous souhaite un excellent après-midi. Tu vas-tu mettre le billet de sortie dans la boîte de clavardage, André? Oui, on peut faire ça. OK. Fait que merci. Ça fait qu'à la prochaine rencontre, tout le monde. Merci.